Bonjour tout le monde. On va attendre un petit peu pour voir si les gens arrivent. Ok, on est 16, je pense qu'on peut commencer. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour notre webinaire sur Tiering Active Directory, mise en place ou optimisation. Avant de commencer, je tiens à vous remercier chaleureusement d'avoir pris le temps de nous rejoindre. Votre présence et votre intérêt sont grandement apprécié. Le webinaire va durer 1 heure et il va être enregistré et vous allez avoir le lien de la vidéo une fois le webinaire il est terminé. Comme vous le savez, le sujet aujourd'hui porte sur la sécurisation de l'Active Directory. C'est un sujet essentiel car il est crucial de savoir comment on peut sécuriser l'Active Directory en utilisant différents moyens tels que le tiering. Alors, ce webinaire, ça va pas être dédié que à comment faire le tiering. Par contre, c'est un webinaire autour de comment on peut optimiser le tiering avec Silverfort ou alors comment facilement implémenter le tiering avec Silverfort. Nous avons préparé une session assez intéressante sur le sujet et nous espérons que vous trouverez les informations et les discussions d'aujourd'hui à la fois intéressantes et utiles. Et n'hésitez pas à poser des questions. Votre contribution, c'est essentiel pour le succès de ce webinaire. Donc, commençons sans plus attendre. Alors, très rapidement, pour avoir une introduction très rapide de chacun de nous avant de commencer, Méditerranée, consultant IAM de IC Consult, j'étais impliqué principalement dans les projets liés à l'Active Directory, Intra-ID, ainsi que dans tout ce qui concerne la sécurisation Active Directory, remédiation d'AD, tiering, depuis les 10 dernières années. Et je donne la parole à Franck et Pierre-Yves pour l'introduction de leur part aussi. Merci Marie. Du coup, Frank Levis, avant-vente technique Silverfort en France. Et Pierre-Yves. Et moi, Pierre-Yves Popin, je suis le CTO d'Ignition Technology, qui est le distributeur de Silverfort pour le marché français. Merci. Génial. Alors, un peu sur IC Consult. IC Consult est le leader mondial en IAM et le fournisseur de services managés. Et en fait, nous sommes un pure player IAM, c'est-à-dire nous faisons que cela. Nous avons aujourd'hui plus de 850 employés. Je répète, ils sont tous experts en IAM. Et on a aussi un score NPS de 91 qui est un score européen et aujourd'hui la moyenne c'est 70. Donc ça voudrait dire que nous sommes vraiment excellents au niveau de résultats de nos projets. Je donne la parole à nouveau à Pierre pour la partie Silverfort. Donc, Silverfort est une entreprise israélienne qui a été créée en 2016, qui est présente sur le marché français depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Issue de l'incubation de Microsoft, donc très très proche, effectivement, on va le voir dans le reste de la présentation, de l'environnement AD, Active Directory. Aujourd'hui, Silverfort donc, est principalement focalisé sur la protection des identités et des accès, et on adresse sur le marché français un peu plus de 50 clients dans différents secteurs d'activité, différentes tailles de clients. C'est vraiment une solution qui peut s'adresser à potentiellement n'importe qui. Merci Pierre-Yves. Alors, euh, les attaquants de l'AD, normalement, ils utilisent
deux moyens principaux. Soit c'est mal paramétrage ou alors mauvaise configuration dans Active Directory, soit c'est utiliser les identifiants privilégiés. Quand on parle de mal paramétrage de l'AD, on parle bien des configurations qui sont pas faites correctement. Ça peut être la délégation excessive, ça peut être le protocole de chiffrage ancien comme DOS qui est toujours appliqué, utilisé dans l'environnement AD. Et bien évidemment, quand on parle de l'utilisation des identifiants privilégiés, ça correspond à une attaque euh, d'élévation de privilèges, c'est-à-dire c'est une sorte de cyberattaque pour obtenir un accès privilégié non autorisé à un système. Et une façon de réaliser cette attaque est de ce qu'on appelle un mouvement latéral. Là, on va aller à la page suivante pour savoir comment en fait, un résumé très rapide de ce que c'est le mouvement latéral et comment nous pouvons nous en protéger. Comme on a parlé, l'une des principales techniques de mouvement latéral consiste à récupérer le hash de mot de passe depuis la mémoire d'un système et utiliser pour cibler un serveur secondaire, puis à répéter cette technique jusqu'à atteindre un serveur à haut privilège comme un contrôleur de domaine. Ce qui fait, c'est que le tiering, en fait, c'est la solution recommandée par MS depuis quelques années, qui propose la protection contre les mouvements latéraux. Le tiering aide en fait à empêcher cela en segmentant les comptes et les systèmes en différents niveaux de sécurité. Du coup, l'idée principale de tiering, c'est de diviser l'environnement AD en 3 niveaux, tier 0, tier 1, tier 2. Et comme vous le savez comme vous le voyez en fait sur le schéma, ce sont les niveaux dont je vous ai parlé. Tier 2 inclut tout ce qui est en fait lié au poste au travail, compte bureautique, mais aussi les comptes admin TEDO. Et Tier 0 pour contenir tout ce qui est considéré comme une entité privilégiée élevée. Cette entité en fait effectue des tâches sensibles dans l'environnement. Cela peut inclure les contrôleurs de domaine, les serveurs AD Connect, le serveur ADFS, MPS, ou alors les comptes de service exécutés sur le contrôleur de domaine ou les GMSA, tous en fait. Ce niveau, il inclut aussi les comptes admin T0 aussi. Et aussi le tier 1 inclut tout ce qui n'est pas tier 2 et pas tier 0. Les serveurs, ça peut être les serveurs 2IS, les serveurs de développement, tout ce qui sont pas tier 0 et de T2. Un point très important dans le déploiement en fait, le tiering, c'est que il faut savoir que l'idée principale, c'est de s'assurer que l'accès est bloqué entre ces niveaux. C'est-à-dire, à partir de tier 0, on ne peut pas accéder à tier 1, ou alors l'inverse, à partir de tier 2, on ne peut pas accéder à tier 0 ou tier 1. C'est l'idée principale de tiering. Le tiering qu'on vous a partagé, en fait, c'est le modèle classique de tiering qui a été proposé par MS. Et il y a différents moyens pour implémenter le tiering aujourd'hui. Mais ce qui est très important, c'est que peu importe quel modèle on choisit, l'idée principale est de débloquer le mouvement latéral entre les niveaux tier 0, tier 1, tier 2. Et cela me mène au point suivant dont je vous ai parlé dans la prochaine slide, que l'implémentation de tiering ne concerne pas que les comptes de niveau T0. Mais en réalité, une fois que les comptes T0 et T2 sont définis, ce n'est pas que le début de tiering, parce que la raison, en fait, c'est qu'au niveau T0, on comprend une minorité des serveurs à protéger par rapport au niveau T1. Lorsqu'on nous parlons de niveau T0, nous parlons de contrôleurs de domaine, de serveurs AD Connect, de ce que je vous ai parlé. Mais quand on parle de serveurs T1, nous faisons référence à tous les serveurs d'application, serveurs T0, serveurs DOSIES, serveurs SQL, et en fait, en considérant qu'un environnement peut comporter plusieurs zones, comme la prod, pré-prod, staging, tout ça, la mise en scène de le nombre de serveurs à protéger peut augmenter. Et c'est pour ça qu'en fait, l'implémentation de tiering c'est un peu compliqué parce qu'il faut créer des GPO, il faut appliquer sur l'ensemble de serveurs T1, T0, T2.
Et ce qui est le cas souvent, c'est que il faut aussi réfléchir à sous-augmentation, c'est-à-dire pour le serveur T0, doit, euh, il faut savoir que la plupart des temps, il y a une équipe qui est responsable pour le serveur 2IS, l'autre l'équipe qui gère que la partie SQL, et c'est pour ça que l'implémentation, ça pourrait être très dur à faire. Et je donne la parole à Franck pour compléter tout ce qui est sur le tiering à Silverfort. Merci Marie. Du coup, pardon. On parle des différentes méthodes utilisées pour implémenter les tiering. Il y a les stratégies de groupe qui sont le méthode le plus souvent utilisée. On parle des politiques des restrictions des droits d'accès dans Active Directory, définies dans Active Directory et distribuées aux différents ordinateurs joints au domaine et appliquées en local. Ensuite, il y a des silos de stratégie d'authentification qui sont peu utilisés mais très puissants pour sécuriser des droits d'accès plus restreints que les stratégies de groupe. Enfin, il y a une ségrégation possible au niveau réseau par VLAN ou même par microsegmentation qui permet de ségréger les accès au niveau flux réseau. Aussi longtemps qu'il y a un flux réseau différent pour les admins que pour les utilisateurs d'un service. Les problèmes souvent rencontrés à l'implémentation de tiering, d'abord, c'est une visibilité sur les différentes comptes et ressources dans le modèle tiering, de savoir quels systèmes, quels comptes sont dans le tiers 0, dans le tiers 1, dans le tiers 2. Notamment, les comptes de service sont souvent problématiques pour bien avoir visibilité où tournent les comptes de service et avec quel droit. Ensuite, pour sécuriser les accès admin, souvent il y a des méthodes MFA existantes, mais qui sont étroitement liées à un seul tiers, souvent le tiers bureautique. Du coup, est-ce que vous voudrez vraiment utiliser une méthode MFA que vous pouvez peut-être réinitialiser avec un appel simple vers le helpdesk ou avec un livreur service via un accès à la boîte email pour sécuriser les accès privilégiés dans tiers 1 ou tiers 0. Le modèle tiering parle que sur l'escalation de privilèges entre les tiers, mais n'adresse pas le mouvement latéral dans un tiers. Du coup, souvent, quand vous faites un modèle tiering, une implémentation de modèle tiering, vous voudrez aussi limiter les accès à l'intérieur d'un tiers. Notamment dans tiers 1, il y a beaucoup des différents ensembles des serveurs applicatifs avec différents groupes d'utilisateurs avec des besoins d'accès différents. Du coup, là, c'est aussi une problématique à adresser. Les méthodes que j'ai évoquées ailleurs ont des soucis, des limitations. Les stratégies de groupe sont difficiles de gérer pour des grands nombres des droits différents. Pour gérer tous les différents droits à l'intérieur de tiers 1, ça devient rapidement trop complexe et ils s'appliquent uniquement en local sur les systèmes Windows. Du coup, il faut aussi auditer tout ce qui est contournement des droits d'accès sur un serveur en local pour voir si le serveur applique bien la stratégie de groupe. Et il faut aussi gérer tout ce qui ne comprend pas des stratégies de groupe, des systèmes Linux, Unix, des appliances, des applications, des équipements réseau. Les silos de stratégie d'authentification sont puissants, mais couvrent que le protocole Kerberos. De plus, un compte et un système peuvent être que dans un seul silo de stratégie d'authentification. Du coup, ça ne donne pas assez de flexibilité pour bien facilement sécuriser le tiers 1. Ségrégation réseau, comme j'ai évoqué, il faut avoir un accès différent pour les admins et pour les utilisateurs, qui n'est pas forcément le cas. De plus, microsegmentation nécessite le déploiement des agents sur tous les différents serveurs dans un tiers, qui est assez lourd à gérer, si c'est même possible. Du coup, Silverfort peut vous aider sur ces problématiques et je donne la parole à Pierre-Yves d'expliquer comment on le fait. Alors, avant d'attaquer sur la présentation, enfin un peu plus dans la solution, il y a une petite question qui est apparue.
qui nous demande effectivement si le modèle de tiering tel qu'il a été présenté jusqu'à maintenant s'appuie sur le principe du moindre privilège. Je ne sais pas si Franck ou Madi, vous souhaitez répondre sur la façon dont Microsoft préconise d'appliquer ce modèle de tiering. En fait, j'étais en train de décrire comme la réponse, c'est que en fait, il y a deux choses un peu différentes. C'est que le tiering, il est implémenté pour empêcher le mouvement entre les deux tiers, et la stratégie de moindre privilège, il est implémenté aussi à côté. C'est-à-dire, ils sont deux sujets différents. Par exemple, dans Active Directory, on implémente la délégation pour avoir une stratégie de moins de privilèges pour les admins. Le tiering, il est implémenté pour empêcher le mouvement entre les deux tiers. Donc, on peut avoir les deux, ou on peut avoir que le tiering, ou on peut avoir juste le moindre privilège sans avoir le tiering. Donc, c'est ce qui est le cas souvent. Et je laisse Franck à compléter s'il y a des commentaires. Non, c'est très bon résumé. J'espère que ça répond bien à la question. Du coup, donc avant de rentrer effectivement dans le vif du sujet pour voir vraiment comment Silverfort peut aider justement sur cette mise en place de tiering, je vais vous présenter rapidement l'approche finalement de la solution de manière globale, et ensuite on ira plus sur le côté tiering. Ce qu'il faut déjà bien comprendre, c'est que pour pouvoir appliquer des politiques de sécurité, d'accès conditionnel, de tiering et autres, la première chose, c'est d'avoir de la visibilité sur quels sont les comptes qui sont utilisés, que ce soit des comptes utilisateurs, des comptes de service, Franck l'a mentionné il y a quelques instants. Donc ça va vraiment être la première étape de la démarche Silverfort, d'analyser, de faire l'inventaire finalement de l'ensemble de ces comptes, des protocoles qui sont utilisés, de quelle manière ils sont utilisés, en gros, qui fait quoi, au niveau des authentifications de l'Active Directory. Une fois qu'on a fait cette première étape, on va pouvoir décliner des politiques d'accès conditionnel selon trois façons en fonction des cas d'usage. La première chose, ça va être de renforcer finalement les accès utilisateurs, les accès à privilèges, pour chacune des authentifications, ou en tout cas à minima pour les authentifications qui nous semblent pertinentes, critiques, en analysant la typologie des authentifications et en demandant finalement un critère complémentaire de validation. Donc l'objectif, c'est de dire je vais renforcer, je vais demander un avis secondaire finalement à chaque authentification en appliquant finalement potentiellement du MFA à chaque authentification sur un accès RDP par exemple, si jamais on pense plus à de l'administration. On va aussi travailler sur les comptes de service. On l'a mis en avant il y a quelques instants. Ces fameux comptes de service, il est compliqué de comprendre comment ils sont utilisés, qui les utilise, est-ce que c'est légitime, est-ce que c'est pas légitime. L'objectif de la solution, une fois qu'on a fait ce fameux inventaire, ça va être de pouvoir contextualiser ces comptes de service. Être capable de dire qu'un compte de service donné, il est utilisé entre une source A, par exemple, et une destination B, et faire en sorte de figer finalement ce contexte pour que si jamais ce compte de service vient à être utilisé dans un autre contexte, serveur D vers application X, l'authentification soit bloquée, en dehors de ce que l'Active Directory pourrait avoir. Donc c'est vraiment une validation complémentaire, supplémentaire qui est faite au niveau de l'authentification. Et puis pour cibler un peu plus le sujet du jour, le tiering, l'objectif, ça va être aussi de pouvoir, de manière rapide, autoriser, interdire finalement des choses qui nous semblent légitimes ou illégitimes, très simplement avec Silverfort. Là, encore une fois, on va vraiment fonctionner en mode firewall. On utilise très fréquemment ce mot-là. Pourquoi ? Parce qu'on va le voir après dans le principe de fonctionnement. L'objectif, ça va être de définir en fonction des groupes. Si je prends par exemple dans notre sujet du jour le tier 1 vers le tier 0, c'est des choses qui ne sont pas censées arriver. On va créer tout simplement une règle. On le verra tout à l'heure dans la partie plus démonstration, présentation de comment ça fonctionne. On mettrait une règle tier 1, utilisateur tier 1 vers serveur T0. Je les interdis, tout simplement. Donc, on n'a pas besoin d'aller au niveau de l'Active Directory, recréer des comptes, modifier des GPO, etc., faire de la microsegmentation, comme on a parlé. Une règle simple d'analyse de l'authentification permettra de répondre à ce besoin. En complément de cette approche accès conditionnel sur des règles qu'on aurait définies, ce qui peut être aussi intéressant, c'est de travailler aussi plus sur une notion de risque, une notion de menace.
Comme je le disais, on va pouvoir analyser les différentes requêtes d'authentification qui vont arriver et on va regarder par rapport à ces requêtes d'authentification si le comportement est normal, il est non suspicieux, il est légitime. Donc on a un certain nombre d'indicateurs de menaces qui vont être analysés. Et en fonction de ces indicateurs de menace, on va pouvoir faire évoluer un risque associé à chaque type de compte, un compte utilisateur, un compte de service, et créer des politiques plutôt dynamiques en disant mon utilisateur du tier 0, il est censé, enfin mon admin tier 0, il est censé administrer des serveurs tier 0, c'est très bien, mais si jamais ce compte-là vient avoir une activité un peu suspicieuse, je vais avoir le risque associé à cet utilisateur-là qui va monter, qui va devenir élevé, par exemple. Et là, dans le cas où il est élevé, je pourrais très bien avoir une politique d'accès complémentaire en disant un compte tier 0 qui a un risque élevé, je l'interdis parce que tant que je ne valide pas si l'action est légitime ou pas. Donc, voilà un peu l'approche qu'on va avoir avec la solution Silverford. Alors, concrètement, comment ça fonctionne le principe de Silverford est assez simple. On l'a dit, on analyse les différentes authentifications, ce qui se passe au niveau de l'Active Directory. Donc, pour faire ça, on vient se positionner directement au niveau de l'Active Directory avec un agent, un annotateur qui va tourner en mode service sur cette Active Directory et qui va avoir pour objectif d'analyser les différentes requêtes d'authentification. Alors concrètement, j'ai un utilisateur à gauche qui va essayer de se connecter sur un serveur à droite en RDP ou PowerShell ou ce genre de connexion. Pour accéder à cette application-là, on va avoir par exemple une authentification Kerberos. Ce jeton Kerberos, il va remonter au niveau de l'Active Directory pour valider ou pas si l'utilisateur a le droit d'accéder à cette application-là. Ce que va faire la solution Silverford, c'est qu'elle va mettre en stand-by l'authentification au niveau de l'Active Directory et ce fameux adaptateur va envoyer finalement les informations d'authentification. Alors, on n'envoie pas le jeton Kerberos, je précise clairement, on envoie quel est l'utilisateur /admin /compte de service qui fait la requête, vers quelle application il se connecte, le type de protocole, et uniquement ces informations-là. Et derrière, on a une base de règles qui va être analysée pour vérifier si, on va prendre le cas de gauche, un accès conditionnel si jamais c'est un utilisateur ou un administrateur. Est-ce qu'il a le droit, est-ce qu'il n'a pas le droit? Et où est-ce que je veux un composant complémentaire pour valider son identité via du MFA? On voit sur la gauche, il y a un certain nombre de solutions d'authentification multifacteur qui sont disponibles. On peut utiliser celle de Silverford, mais on peut très bien s'appuyer aussi sur du Microsoft, sur du Okta, sur du FIDO2, du YubiKey, etc. pour avoir ce critère complémentaire. Dans le cadre de compte de service, on va fonctionner de la même manière, sauf qu'on ne va pas aller à l'étape MFA. On va dire, par rapport au contexte que j'ai présenté tout à l'heure, si oui ou non le compte de service est légitime ou pas. Et puis, pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui sur la partie firewall d'authentification, donc sécurité des accès privilégiés, là, ça va être encore plus simple. On va fonctionner plutôt par groupe d'utilisateurs vers des serveurs. C'est là où on rentre vraiment sur une politique pure tiering, avec un accès binaire, entre guillemets, si je peux me permettre. Oui, non, j'autorise, j'interdis. Et c'est vraiment ces premières règles-là qui vont être checkées. Le point qui est important, on le disait aussi tout à l'heure sur la partie l'analyse qui est faite de la solution, c'est que finalement, on va avoir une visibilité centrale de l'ensemble des authentifications, de l'ensemble des risques potentiels associés à ces différents comptes. Ce qui va être important, c'est de pouvoir mettre cette solution-là aussi dans votre écosystème. Donc, tout ce qui va se passer dans la solution, que ce soit des logs, que ce soit des risques, que ce soit des rejects d'authentification, etc., on va pouvoir les envoyer à des solutions de cybersécurité que vous pourriez avoir déjà dans vos environnements, via par exemple des solutions d'analyse d'événements de sécurité type SIEM, via des consoles XDR, et potentiellement aussi rentrer ça dans des phases d'orchestration. Franck, je te repasse la parole, du coup. Oui, merci. Du coup, avec cet agent et tout ce qu'on peut détecter, on peut vous donner de visibilité découverte pour implémenter le tiering. On peut donner de visibilité sur la configuration d'Active Directory et on peut faire une cartographie des authentifications Active Directory. Les deux ensemble permettent de rendre visibles les comptes et les ressources dans chacun des tiers pour être capable de dire ces comptes utilisent un tiers 0 et ça va vous permettre d'analyser est-ce qu'ils devront avoir un accès ou non et ensuite de bien définir les différents tiers. Vous pouvez voir aussi des erreurs de configuration AD, s'il y a des malparamétrages qui donnent un accès trop privilégié ou qui permettent de devenir admin du domaine.
On peut voir les accès non conformes. Quand vous avez déjà défini le modèle de tiering, vous pouvez par exemple voir s'il y a des admins qui utilisent leur poste T2 pour se connecter avec un compte T1 ou T0. Vous pouvez inventariser l'utilisation des protocoles faibles qui ne devront pas être utilisés, surtout pas dans le tiers 0. Quand vous mettez un utilisateur dans le groupe Protected Users dans Active Directory, ça va interdire l'accès aux protocoles faibles. Mais avant de passer vers cette étape, il faut savoir l'impact. Du coup, cette visibilité peut vous fournir exactement la visibilité sur l'impact quand vous activez cette option. Ensuite, vous pouvez aussi détecter le risque de chaque authentification pour détecter s'il y a des intrusions ou des comportements abnormaux d'un compte privilégié. Pour la partie protection, je vais vous montrer un exemple concret pour sécuriser un accès d'un compte tier 1. L'utilisateur se connecte sur un serveur de rebond T1. On va protéger cet accès avec un MFA. Ça peut être une connexion RDP ou SSH ou n'importe quel autre protocole. Et au moment que l'utilisateur est connecté, on va protéger les accès aux différents serveurs applicatifs. Du coup, l'utilisateur, son rôle, c'est admin application lambda dans le prod. On va protéger l'accès via le protocole utilisé pour gérer l'application. Ça peut être PowerShell distant, PSExec, application lourde. On peut le sécuriser avec un MFA. En même temps, on va interdire les accès qui ne passent pas via le serveur de rebond T1. Du coup, éviter le contournement d'accès via le serveur de rebond Bastion, votre méthode préférée pour administrer les serveurs. Et on va aussi interdire la gestion des serveurs par des utilisateurs qui n'ont pas le droit. Du coup, c'est que le groupe admin de l'application lambda qui peuvent gérer les serveurs application lambda dans le prod. Ça, c'est un exemple de mettre en place facilement avec Silverfort. Je vais vous montrer la solution pour concrétiser comment ça fonctionne dans la pratique. Oui. Voilà, je vais ouvrir connexion RDP vers le serveur de rebond T1 et ça nécessite un MFA. Du coup, sur mon téléphone portable, je vais recevoir la demande MFA. Ici, la MFA bureautique pour le compte T2. Et dès que j'ai ouvert la connexion, je peux avoir un accès sur tout ce qui est sur le serveur admin T1. Par exemple, on peut protéger l'accès à un outil PowerShell avec le compte T1. Je vais faire un run as. Pardon. J'ouvre l'outil avec mon compte T1. Et à ce moment-là, on va déclencher la MFA qui est liée au accès T1. Là, on va montrer le contexte d'utilisateur pour l'accès T1. Oui, c'est moi. Et l'utilisateur a un accès. Si l'utilisateur va gérer les différents serveurs applicatifs via n'importe quel moyen de gestion, ça peut être un accès PowerShell distant, on va aussi déclencher la MFA. Du coup, l'utilisateur essaie de gérer un serveur applicatif et on va, dans ce cas, autoriser l'accès pour permettre de gérer les différents serveurs applicatifs. Ça, c'est tout ce qui est MFA. Ensuite, je vais vous montrer tout ce qui est visible dans la solution. On voit toutes les authentifications qui passent dans Active Directory et du coup, ça permet d'analyser tous les comptes de service, les rendre visibles, leur activité, leur niveau de risque, classifier s'ils ont des droits admin du domaine ou privilégiés qui sont liés à un accès T0. Et ça permet de remédier les soucis comme réutilisation du même compte pour tourner trop de services, attribution de trop de droits AD sur un compte de service. Et ça permet aussi d'implémenter des politiques de restriction d'accès sur un compte de service pour
éviter qu'il y ait des mouvements latéraux avec ce compte. On peut vraiment verrouiller le compte de service à un ensemble de serveurs spécifiques pour éviter que le compte peut être utilisé pour se connecter ailleurs. Pour tout ce qui est implémentation de tiering des utilisateurs T1, T0, on peut implémenter facilement des politiques dans le pare-feu d'authentification. Là, je vais vous montrer quelques exemples. Ici, il y a un exemple d'une politique Notify. Là, j'utilise ce politique pour inventariser chaque utilisation d'un compte T1 sur un système T2 qui normalement ne devrait pas être autorisé. Avant que je voudrais bloquer ce type d'accès, je vais inventariser l'accès pour voir qui utilise ce type d'accès en ce moment. Je peux utiliser ces infos pour sensibiliser les utilisateurs avant que je vais passer sur une politique blocage, deny. Ensuite, j'ai des autres politiques deny, notamment on va interdire l'accès au système application Lambda dans prod depuis n'importe quel serveur, sauf depuis le serveur T1, serveur de rebond T1. Ça marche via des appartenances de groupe, des OU, des adresses IP, c'est assez flexible et vous pouvez sécuriser tous les différents types d'authentification. Du coup, c'est autant facile de protéger les accès PowerShell distants que le RDP, que l'accès console. Pareil, je peux restreindre l'accès au serveur application X Lambda dans le prod que aux utilisateurs qui sont dans le bon groupe pour implémenter le monoprivilège dans le système tier 1. J'ai aussi des politiques MFA, ici pour sécuriser l'accès sur le serveur de rebond avec un MFA, avec les moyens d'MFA souhaités. Ça peut être un MFA serveur-forte sur un téléphone portable, ça peut être un MFA existant que vous avez déjà, ça peut être aussi des clés FIDO2 qui sont notamment recommandées pour tout ce qui est T0 ou même T1 qui protège contre tout ce qui est man in the middle, attaque man in the middle. Et je peux implanter l'MFA pour l'accès sur les différents serveurs cibles. Voilà, ça c'est partie démo. Du coup, on a vu les approches classiques, ségrégation VLAN, des stratégies de groupe, serveur PAW, serveur de rebond pour fonctionner comme serveur admin, pour gérer les accès T0, T1, T2. Et ensuite, l'approche serveur forte qui amène de visibilité côté Active Directory sur le inventaire des cartographies des comptes, des accès, ainsi la configuration Active Directory, les politiques de blocage, notification et MFA, et l'accès conditionnel qui peut être basé sur l'appartenance du groupe, OU, basé sur le risque. Même, on peut sécuriser l'accès avec certains protocoles d'authentification pour bien verrouiller leur usage. Et ça permet ensemble de facilement implémenter les différents tiers, au lieu de rester bloqué sur implémentation de tiers 0 qui est faisable avec les approches existantes, classiques, mais qui est très dur d'implémenter dans le tiers 1. Ensuite, merci Pierre-Yves. Alors, j'espère qu'on a répondu aussi les questions concernant que vous aviez durant le webinaire. Le webinaire qui sont apparus, m'a dit, peut-être. Est-ce que l'implémentation de la solution elle vient en complément de l'implémentation du tiering, via GPO notamment, ou bien en remplacement grâce aux différentes politiques qui peuvent être implémentées? On ne remplace pas les GPO, notamment pas forcément dans le tiers 0. L'idée, c'est vraiment de fournir un moyen plus simple à gérer pour sécuriser le tiers 1, où il y a la plupart de difficultés d'implémenter les segmentations des accès dans le tiers 1. Du coup, l'idée, c'est de travailler plutôt en complément, mais d'éviter le besoin d'avoir, par exemple, 1000 GPO pour gérer 1000 différentes
ensemble des accès dans le terrain. Il y a une autre question concernant, alors ça rejoint un peu ce que Mehdi disait au départ sur l'Active Directory et les faiblesses en termes de protocoles utilisés et de chiffrement. Est-ce que il y a possibilité justement d'identifier, alors c'est peut-être pas forcément au niveau pure tiering, mais en tout cas d'identifier des protocoles faibles type NTLM V1 qui permettraient justement d'augmenter son niveau de sécurité avant de basculer sur un modèle de tiering? Exactement. Oui, on peut identifier l'usage des protocoles faibles. C'est important pour l'éliminer. Il faut savoir où est utilisé chaque protocole faible. Du coup, on peut rendre visible leur usage. Autre question que l'on a, on parle de tiering, tier 0, environnement très sensible, on va le dire comme ça. Où est-ce qu'on met Silverfort dans ce modèle de tiering? La solution Silverfort, c'est une appliance virtuelle que vous pouvez héberger chez vous. La solution permet de bloquer les accès niveau Active Directory. Du coup, automatiquement, ça devrait être une solution hébergée dans le tier 0. Il est assez facile de déléguer les droits d'accès de gestion de la solution que aux administrateurs tier 0. On a une autre question. Quelles sont les méthodes d'authentification MFA proposées? Comment sont-elles validées? Est-ce que c'est Silverfort qui les valide? Est-ce que c'est un service cloud? C'est flexible. On a plusieurs méthodes MFA qu'on peut intégrer avec. On peut utiliser les méthodes MFA existantes, surtout pour tout ce qui est accès avec des comptes bureautiques. Du coup, on peut proposer un MFA bureautique pour les accès bureautiques avec le compte bureautique. Mais on a aussi à côté notre propre service MFA. Ça peut être un MFA envoyé via le cloud vers le téléphone portable, que j'ai montré dans l'exemple avec mon téléphone portable. Mais on peut aussi utiliser des jetons FIDO2 ou des FIDO2 soft tokens comme Windows Hello. Dans ce cas, on peut aussi fonctionner dans des réseaux cloisonnés. Il n'y a pas besoin d'avoir une connexion vers l'extérieur, vers le cloud. Alors, autre question sur pareil architecture côté plutôt Silverfort du coup. Donc je crois comprendre qu'il y a des agents déployés pour contrôler les authentifications. Donc 3 questions. Y a-t-il des agents à déployer sur les contrôleurs de domaine? Comment bloquez-vous les authentifications venant de sources qui n'ont pas l'agent? Avez-vous des agents sur les environnements Unix Linux? On n'a pas besoin d'un agent sur les endpoints, sur les postes de travail, sur les serveurs. On n'a que besoin d'avoir un agent sur les contrôleurs de domaine. Là, on capte toutes les authentifications et on peut mettre en pause l'authentification. Du coup, il n'y a pas besoin de déployer les agents partout. C'est un déploiement assez rapide et simple. Et ensuite, on peut sécuriser les accès. On a une question d'une personne qui nous dit: nous n'avons jamais entamé de démarche de mise en place du tiering à cause du temps requis à sa mise en place et des contraintes. Combien de temps faut-il pour faire du tiering avec Silverfort? C'est peut-être plutôt une question pour les intégrateurs. On vous permet de rapidement implémenter ou au moins de découvrir les authentifications. L'implémentation, il y a toujours un boulot à faire. Mehdi, peut-être tu peux ajouter quelques points sur ce sujet-là. Alors, l'implémentation de tiering, ça dépend de la taille d'environnement, on va dire. Mais si par exemple un environnement a quelques serveurs de T1, quelques serveurs de T0, ça prend pas trop de temps pour implémenter le tiering. Mais si on part d'un environnement un peu plus grand, avec plein de serveurs T1, avec plein des, on va dire, les personas ou alors il faut avoir la sous-augmentation, ça va prendre peut-être quelques semaines ou alors jusqu'à quelques mois pour implémenter le tiering à compléter. Ça, c'est pour la partie de tiering avec sans passer par Silverfort. Ça prend un peu de temps parce qu'il y a toujours des problèmes côté les protected users. Il y a des GPO qui n'appliquent pas. Il y a des GPO qui peuvent être écrasés. Il y a toujours des problèmes comme ça qui arrivent. Mais comme je vous ai dit, c'est pour la partie d'implémentation de tiering sans passer par le Silverfort. Petite question concernant les agents sur les contrôleurs de domaine. Est-ce que ces agents apportent des modifications non supportées, fichiers DLL ou autres, par Microsoft sur les contrôleurs de domaine?
On ne touche pas tout ce qui est process AD. Notre agent s'implémente sur le contrôle domaine avec un service qui utilise les API créés par Microsoft ou fournis par Microsoft, Windows Filtering Platform. Ça fonctionne comme une solution EDR. Du coup, on n'est pas sensible au changement de version Windows ou mise à jour Windows. Il y a très peu d'interaction avec Windows niveau système d'exploitation. Euh, du coup, c'est assez sûr et d'avoir très peu d'impact. Une autre question, c'est bien, il y a beaucoup de questions, concernant les comptes de service. Comment est-ce que, ce qu'on a vu dans la démonstration, là, justement, que tu montrais les comptes de service qui étaient identifiés, l'inventaire, etc. La question, c'est là-dessus. Comment est-ce qu'on identifie ces fameux comptes de service? C'est une intelligence dans le produit pour regarder le type d'authentification dans Active Directory et de regarder, observer le comportement du compte. Du coup, ça permet d'identifier si le compte probablement un compte de service ou probablement un compte utilisateur ou un compte mixte, qui malheureusement peut être aussi le cas. Quelqu'un qui tourne des scripts ou des services avec son compte utilisateur, aussi utilisé pour ouvrir des sessions Windows. Du coup, c'est une classification automatisée. On peut aussi ingérer la classification basée sur la convention de nommage. Alors, une question plutôt par rapport à la position de l'ANSSI, par rapport justement à l'installation de l'agent sur le contrôleur de domaine. Est-ce qu'on a des recommandations? Qu'est-ce qu'on peut apporter comme réponse là-dessus? C'est vrai que l'ANSSI a des positions qui changent régulièrement. Donc, Oui, oui. D'abord, il y a des années que l'ANSSI a dit il ne faut pas déployer des agents non Microsoft sur les serveurs contre le domaine. Aujourd'hui, c'est plus leur position parce qu'ils ont bien vu qu'il y a des solutions qui sont très importantes à installer, même pour la sécurité. Du coup, aujourd'hui, leur recommandation, c'est plus de pas du tout déployer des agents sur les comptes de domaine, mais de surtout valider que la solution déployée respecte le modèle de tiering. Du coup, pas permettre de gérer un contrôle de domaine via un compte non T0 et de minimaliser la surface d'attaque. Du coup, de bien regarder les avantages d'installation d'un agent et aussi de prendre en compte l'élargissement du surface d'attaque. ok, alors je regarde sur les questions. On va laisser quelques secondes, savoir si jamais il y a d'autres questions possibles. N'hésitez pas, vous avez le petit carré avec le point d'interrogation à droite. Madi, si tu veux compléter, je ne sais pas si tu as d'autres points à compléter ou à rajouter, Franck. Pas d'autres questions? Non, pas vraiment des points à ajouter de mon côté. Franck? Je suis en train de réfléchir au moment. Peut-être il y a des autres questions qui sont courantes. Je pense qu'on a fait un bon tour de toutes les questions. Ok, Mamadi, je te laisse la parole du coup. Il y a une nouvelle question. Version d'évaluation d'accès libre. C'est pas un accès libre, mais tout à fait, vous pouvez avoir un accès sur une version de test. C'est surtout après avoir qualifié vos besoins et de voir si on peut correspondre aux besoins. Vous pouvez toujours vous solliciter un de nos partenaires pour parler sur une version accès évaluation. Alors, merci beaucoup, Franck et Pierre-Yves, pour compléter le webinaire concernant répondre aux questions. Il y a une dernière question. Des partenaires en Suisse romande. Est-ce que vous êtes présent dans la Suisse romande? Oui.
On est présent on a une présence sur Suisse, la France et plein d'autres pays. Et concernant l'implémentation ou alors mise en place ou ce qui est côté Silverport, on peut vous accompagner sur le projet de Silverport avec Silverport et Ignition. Donc, si jamais vous avez ou alors des questions ou commentaires, vous pouvez toujours nous contacter concernant le projet. Et voilà, de mon côté. Mais concernant la question, oui, on est en présence partout. On est leader IAM global. Donc, on a présence en Suisse, en France, en Allemagne, et oui. Je pense qu'on est bon. On a presque répondu à toutes les questions. Je vois pas s'il y a d'autres questions. Pas d'autres questions. Ouais. Et voilà, merci beaucoup pour participer dans ce webinaire. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez nous contacter avec, en utilisant le coordonnées que je vous ai partagé. Et merci encore et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bonne journée.